Bienvenue à toi, amoureux de sport. Tu penses tout connaître de ton sport ? Prépare-toi à passer au niveau supérieur avec No Ref No Game, le premier podcast qui décode les règles du jeu et te plonge dans l'univers de l'arbitrage. No Ref No Game, c'est un épisode, un invité et 20 minutes pour te donner toutes les clés pour mieux comprendre le sport, pour l'aimer plus fort. Hey hey, salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode explosif de No Ref No Game. Aujourd'hui, prépare-toi à être époustouflé car notre invité n'est pas n'importe qui. Il est un visionnaire qui redéfinit le jeu et un fervent défenseur de la jeunesse, mais aussi de son très cher 19e arrondissement de Paris. Il a une compréhension du sport qui dépasse l'ordinaire et il vient partager avec nous ses secrets et ses idées qui font bouger les lignes. Mais qui est-ce donc ? Un indice ? Il inspire et rassemble la jeunesse parisienne autour d'une passion commune, le basketball. Cet homme a transformé la façon dont on fait briller les jeunes avec l'appui de grandes marques comme Jordan Brand et le soutien de grands joueurs de la NBA à l'instar de Kobe Bryant, LeBron James ou encore Jason Tatum. Reste avec nous car dans quelques instants, le suspense sera levé, notre invité mystère se révélera. Crois-moi, tu ne vas pas manquer ce qu'il a à dire. Cher passionné, oui, toi, cher passionné, c'est parti pour un épisode de No Ref No Game qui promet d'être inoubliable. T'es prêt ? C'est le début du game avec l'invité dans No Ref No Game. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a des évidences comme ça dans la vie, il y a des évidences. Eh bien, qui dit basketball et 19e arrondissement de Paris, dit All Parisian Games, dit communauté incroyable, dit Bakary Sacco. C'est notre invité du jour. Bonjour Bakary, comment vas-tu ? Ça va super, Jérémy, merci beaucoup. La pêche, tout va bien ? Tout va bien. Les nouvelles sont bonnes ? Ouais, toujours. Toujours Toujours que des bonnes nouvelles. Toujours que des bonnes nouvelles. J'aime bien cet optimisme. Alors Bakary, comme tu le sais, je ne t'ai pas invité ici par pur hasard. Paul et toi, Paul qui est présent d'ailleurs dans le studio, ton complice de toujours, vous avez carrément révolutionné le 19e arrondissement de Paris avec votre projet de dingue, les All Parisian Games. Alors let's play Bakary, car pour les 20 prochaines minutes, on va peut-être déborder un peu je suppose, mais c'est pas grave. On a un tas de sujets passionnants qu'on a à traiter, donc chers auditeurs, on va faire plus de 20 minutes, je vous l'annonce dès maintenant. On va faire un petit plongeon épique dans ton histoire, celle qui inspire et qui sort de l'ordinaire. On va également explorer ensemble ce bijou que tu as conçu avec Paul et on va décortiquer cette philosophie de génie qui vous a poussé à bâtir des événements et programmes incroyables pour la jeunesse. Et pour, disons-le, couronner le tout, eh bien, si tu le veux bien, tu vas nous partager tes conseils en or pour devenir un futur grand arbitre, tiens, par exemple. Ça serait pas mal ? Non ? Carrément. Eh ben, super. No Ref No Game, un podcast Whistle. Bakary, c'est l'heure de lever le voile. Raconte-nous ton histoire. Qui es-tu vraiment en quelques mots ? Donc Bakary Sacco, 19e, 43 ans, acteur associatif ou citoyen actif peut-être, de mon arrondissement depuis que j'ai à peu près 19 ans. Et mon objectif ou ma vision dans ce bas monde, c'est d'être le plus utile possible, d'essayer de laisser un héritage, de faire en sorte que chaque journée qui passe, en réalité, c'est des bonnes nouvelles parce que c'est des résolutions de problèmes. D'accord, mais tu t'es investi comme ça parce qu'il y a un lien avec ton histoire ? Tu t'as grandi sur ce territoire ? Qu'est-ce qui t'a fait pencher dans ce que tu fais presque aujourd'hui ? On y reviendra tout au long du podcast, mais qu'est-ce qui a déclenché finalement ce switch ? Je pense que issu d'un quartier populaire, originaire d'Afrique de l'Ouest, de confession musulmane, j'accumule les statuts les plus intéressants en tant que citoyen français. N'est-ce pas ? Et un peu naturellement, tu te dois non pas de demander ce que ton pays peut faire pour toi, mais plutôt ce que toi tu peux faire pour ton pays, dans les zones et les territoires qu'on appellerait, ou qu'on appelle des fois politiquement, pour faire un peu de punchline, les territoires oubliés ou perdus de la République. Ouais. Et ben nous, on n'est pas des citoyens perdus du tout, donc on se lève chaque matin en se disant, ok, on a envie de vivre décemment, convenablement, on a envie d'aussi prendre beaucoup de plaisir, on veut toucher à tous les pans culturels de notre société, et au lieu de survivre, on a aussi envie de vivre à un moment donné. Et pour cela, il faut se retrousser les manches. Il ne faut pas aller chercher dans la poche des autres ce qu'ils ont construit pendant des années. Et il y a un adage que j'aime bien qui dit si tu n'es pas le fils d'un fortuné, sois le paternel d'une descendance qui vont devenir des fortunés. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Si aujourd'hui apporter ma pierre à l'édifice permet de contribuer à une France meilleure, tant mieux.
Et c'est un peu de ça, je te relance un peu sur ce que j'ai pu mentionner dans l'intro. Paul et toi, vous avez lancé un projet assez phénoménal, les All Parisian Games. Et c'est un peu de toute cette philosophie que tu viens de dire qui est derrière finalement ce projet et a voulu un impact aujourd'hui assez monumental sur votre territoire. On a soufflé la 10e bougie tout récemment. Donc c'est tout ça qui a apporté finalement la construction de ce projet avec Paul ? Complètement. Donc d'abord beaucoup d'expérience et comment est-ce qu'on utilise les différents pans culturels pour pouvoir dessiner un projet politique. Et pour nous, la pratique du sport, ça contribue à la question du développement personnel, du vivre ensemble, faire ensemble. Ouais. Et on a toute une jeunesse autour de nous qui, comme nous, quand nous étions plus jeunes, j'ai 43 ans aujourd'hui, on rêvait de devenir des personnalités du monde du sport. Ouais. Donc être les vedettes du stade, être sous les tonnerres d'applaudissements. Quand tu gagnes, quand tu perds avec ton public. Quand tu gagnes avec toute ta communauté. Mais on a fait un calcul assez simple. 99% d'entre nous, on finira pas professionnel. Et on s'est dit, tiens, quel serait le meilleur événement, la meilleure action, le meilleur projet qui permettrait de célébrer ces 99% dans une période de notre vie, de leur vie, entre 10 et 20 ans, et accompagner les 1% qu'on aura vu évoluer auprès de nous dans leur accompagnement dans le monde professionnel. Mais les 99%, pour ne pas qu'il y ait de dépression, de burn-out, de divorce un peu houleux avec une pratique ou une discipline sportive, on se célèbre et ensuite on se professionnalise autour de ce sport pour pouvoir faire en sorte de continuer à vibrer, participer et être un acteur d'un sport qu'on a aimé, chéri depuis notre plus tendre enfance. Et donc c'est ce qui a donné un peu logiquement ce programme des All Parisian qui se veut accompagnement, développement, célébration et ensuite formation des jeunes quand ils ont un peu plus de 20 ans et impliquer autant les filles que les garçons pour répondre. C'est ce que j'allais dire. Du coup, il y a une vraie parité chez vous, en tout cas dans le process, dans comment vous l'avez imaginé. Absolument. C'est vraiment filles et garçons et tous et toutes sont ensemble finalement sur les événements. Il faut le vivre une fois, mais ça brûle quoi. Il y a un lieu qu'il faut dire, la salle Jaurès qui est incroyable et qui brûle pendant plusieurs jours. C'est assez incroyable. Donc une parité absolue, en tout cas qui est de base dans la vision. Dès la première édition. En fait, il était hors de question pour nous dire que, en plus nous on est de la culture basketball pour le coup, et nous on a toujours été dans cette discipline, dans ce sport, avec les filles et avec les femmes. C'est vrai que dans ce sport. Dans le basket, on n'a pas de les garçons d'un côté, les filles d'un côté. C'est vraiment quand tu joues au basket, tout de suite tu vas voir les matchs des filles, comme tu vas voir les matchs de tes potes qui sont à côté. Enfin, c'est assez intéressant ça. Complètement. Et ça a toujours été comme ça. C'est dans la culture basket presque. Et c'est dans la culture basket. Ouais. C'est le premier sport co-féminin français. Et donc nous, naturellement, on avait envie de bousculer un petit peu plus les codes de cette culture basket, en faisant en sorte que là où les garçons sont très performants physiquement, les filles le sont techniquement, et en même temps, ça nous permettait de répondre aussi à un besoin sur le développement du sport féminin, que les filles ne commencent pas à faire du sport que parce qu'elles sont passionnées, mais qu'elles deviennent une pratique en réalité quotidienne, régulière, depuis qu'elles sont petites. La différence de motricité qu'on a relevée entre les garçons et les filles, c'est que les garçons jouent en tant qu'enfants comme des garçons, et on dit aux filles de ne pas jouer comme les garçons dans les parcs, dans le bac à sable. Mais en réalité, pour nous, il n'y a pas de garçons, il n'y a pas de filles. Tu joues, tu gagnes en motricité, tu apprends à tomber, à perdre, à te célébrer, et naturellement ça donne toutes ces jeunes filles, toutes ces femmes qu'on voit aujourd'hui performer dans le sport, en fait elles ont déjà été avec les garçons quand elles étaient petites, dans la question de la motricité. Je cours, je saute, je fais de la corde à sauter, mais je joue aussi un petit peu au foot, un peu au basket. Je suis dans du multisport et finalement, je me spécialise, je me perfectionne dans une discipline en particulier. Tous les success stories de grandes sportives qu'on a entendues, elles ont pratiqué plein de sports longtemps quand elles étaient jeunes, et naturellement, elles sont devenues beaucoup plus performantes que les autres jeunes femmes autour d'elles, parce que c'était une discipline culturelle. C'est une tradition. On fait du sport, tout simplement, sans que ça soit une case.
Tu parles, je te coupe presque, mais tu parles de tradition. Il n'y a pas une tradition un peu sur ton territoire, là, le 19e des playgrounds, où finalement les filles et les garçons jouent presque ensemble au même niveau, quoi. Ça se met des pains, mais t'apprends sur le terrain, quoi. Tu apprends sur le bitume. Exactement. C'est un peu ça aussi la culture. Vous partez de là finalement un peu, non? Complètement. C'est dans les années, fin des années 80, début 90, la pratique dans un gymnase n'est pas encore complètement démocratisée. Ouais. Donc nous, ce sont les parcs. Donc en plein cœur de nos quartiers. Stalingrad, on peut en citer, ouais. Exactement. Curial, les Orques de Flandre, Stalingrad en particulier, mais le terrain est né en 1994. D'accord. Et c'est le premier espace sportif de toute la zone de Stalingrad. C'est pas vrai. Il y avait rien. Il y avait rien. Je savais même pas. À Stalingrad, il n'y avait même pas de parc pour enfants. Incroyable. Je savais même pas, tu m'apprends un truc. Ok. Non, même pas de parc pour enfants, qui plus est d'avoir carrément un playground designé. Et ça devient, quand Stalingrad sort de terre en 94, on le surexploite, on le surutilise parce que c'est la première fois qu'on en a un. Et l'avantage avec les autres terrains de jeu extérieurs, c'est qu'il est sous le métro aérien. Exact. Donc même la pluie nous arrête pas. C'est vrai. Le coup. Il n'y a que quand tu as les doigts gelés que tu finis par rentrer chez toi, mais même la pluie ne t'arrête pas parce que tu es sous le métro aérien. Alors c'est sale parce que tu as toute la suie du métro aérien. J'imagine. C'est pas les mains sales qui vont nous empêcher de jouer au basket en réalité. J'aime bien. Et ça part, c'est toute une philosophie, c'est toute une histoire en fait, les All Parisian Games. Ça part d'un truc quand même ultra terrain. Oui, c'est très ancré, le petit village des irréductibles gaulois du 19e. Donc on est fanatique de cette culture basket. On est l'arrondissement d'un Moustapha Sonko. Ouais, j'allais dire, il y a quand même des noms qui sont sortis. Voilà. Pour ne citer que lui, t'as des Moutou Diarra qui arrive derrière. Notre star du moment, héritier du 19e, c'est Bilal Koulibaly. 7e de la draft, qui est au Wizard aujourd'hui. Sylvain Francisco, qui n'est pas un enfant du 19e, c'est un gamin du 93, mais qui gravite dans la communauté. Qui a été au All Parisian Games d'ailleurs. Qui a été une des vedettes des All Parisian Games. Christopher Dobby, enfant du 19e, qui est un de nos gosses et qui a vu naître les All Parisian. Il n'était même pas en âge de faire les sélections et il est devenu MVP en 2017. Mais il est toujours très investi d'ailleurs dans l'organisation, dans tout, quoi. Christopher. Il est dans le top 5 du staff des All Parisian aujourd'hui. Alors, c'est intéressant de voir qu'il est d'abord un enfant qui n'a même pas l'âge de faire les sélections. Ouais. Ensuite, il est sélectionné quand il n'est même pas encore U20, parce qu'il était surclassé. D'accord. Il fait 4 sélections, donc je crois qu'il a le record de sélection des All Parisian. C'est 3 ans chez nous, mais il a fait 4 ans. Wow. Et il a été MVP en 2017. Et aujourd'hui, qu'il vit sa carrière pro, il est totalement engagé. En tout cas, il est une pièce maîtresse dans l'organisation et dans l'héritage des All Parisian. Oui, et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il évolue maintenant en Pro B. Du côté d'Aix-Maurienne peut-être. Exact. Alors, bon, je me suis pas trop trompé. Ça va, ma culture basket est encore là. Elle est bonne. Elle est bonne. Mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça assez génial. Et comme tu as pu le dire, on parle beaucoup du 1%, mais les 99 autres, finalement, on en fait quoi? Et tu as donné plein de solutions à ça. Et aujourd'hui, tu ouvres avec les All Parisian Games les portes, notamment via un nouveau rôle qui est celui bien de l'arbitre. Et donc, je voulais t'interroger sur pourquoi ça t'a tout de suite intéressé finalement ce rôle. Pourquoi c'est un nouveau levier pour les All Parisiennes? Alors déjà, je vais te partager un secret perso. Le jour où tu as pitché le projet de formation d'arbitrage, la promotion de l'arbitrage et en faire même une philosophie, je t'avoue, j'étais un peu jalousé parce que j'ai dit ça, c'est un bête de projet de ouf. Parce que l'arbitrage, en réalité, pour moi, philosophiquement, ça nous ramène presque à l'organisation de notre société. En fait, il n'y a pas de société s'il n'y a pas de règles. Exact. Il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de relation, de collaboration, de développement s'il n'y a pas de règles. Et l'arbitrage, en termes de formation dans la vie d'un jeune, c'est un peu comme passer le permis de conduire. Tu peux pas conduire une voiture si tu n'as pas appris les règles de la conduite. Ouais. J'ai envie de te dire, tu peux pas, presque j'ai envie de dire aujourd'hui, tu ne dois pas te marier si tu n'as pas défini et compris les règles du mariage. Ouais. Comment un homme s'occupe d'une femme, comment une femme s'occupe d'un homme et comment on construit une famille ensemble. Les valeurs du sport, c'était un peu la philosophie sur laquelle je m'appuyais. Et le jour où tu nous as parlé de l'arbitrage, je lui ai dit, mais pourquoi Deme? Pourquoi nous on s'est pas mis sur ce sujet-là avant toi? Parce que former nos jeunes à la question d'arbitrer le sport, en réalité, ça leur servira pour arbitrer
arbitrer leur propre vie. C'est la question aussi des fois de la justice, de Ouais. l'égalité, de l'équité. C'est de la médiation aussi. Savoir arbitrer, c'est une médiation. Des fois, les gens attendent un stade. Là, en ce moment, je regarde un petit peu la CAN, mais pas trop. Mais tiens, on va parler plutôt du match NBA à Paris, Ouais. à Bercy. À un moment donné, il y a eu un accrochage Ouais. et l'arbitre a tout fait arrêter. Tout le public était en arrêt total parce qu'il visionnait les caméras. Tout à Et fait. donc, tout était entre les mains de l'arbitre. Ouais. C'est lui qui va dire à un moment donné, on va à droite ou on va à gauche. Exactement. Et on fait confiance en son jugement. Aussi. Ouais. C'est aussi ça, la règle. L'arbitre, c'est aussi beaucoup de discipline, c'est de la rigueur, c'est de la performance physique, mais c'est de la rigueur, c'est beaucoup d'intelligence. Et c'est savoir manager aussi des personnalités... des personnalités avec des égos surdimensionnés Ah, il y a de la fierté. Hein. et beaucoup de fierté. C'est des enfants aussi. Ouais. T'es un adulte, t'as 22, 23 ans, tu dois arbitrer un match de gamins de 12, 13 ans. Et ben, tu dois faire en sorte que ça reste des êtres humains qui sont en face de toi. Donc, Tout à tu dois fait. avoir de l'attitude, du comportement. L'empathie, Tu dois savoir aussi ouais. adapter ton langage, faire en sorte que là, t'es en pleine transmission aussi par rapport à ces enfants-là. Et donc, avec Paul, quand on a reçu ta sollicitation de créer une dynamique ensemble, elle a été tout de suite la bienvenue parce que, encore une fois, il y a l'arbitrage sur le terrain, mais nous, on y a vu tout l'intérêt qu'il y a pour la communauté aujourd'hui jeune à se former et aussi à se définir demain en tant que citoyen à part entière et pas entièrement à part. Ouais, c'est un peu ce parallèle qu'on peut faire des terrains de sport finalement et la société civile. C'est ces règles, c'est ce terrain qui est finalement notre société, notre playground, et puis on évolue dessus. Il y a des règles, il y a des arbitres, il faut qu'on les respecte finalement. Et quand t'as tous les codes, bah ça va un peu mieux. Effectivement, c'était tous ces aspects-là qu'on avait vus ensemble, et de là est né du coup ce programme dont on a annoncé déjà le nom, mais Referee qui aujourd'hui donne la voix finalement, cette voix d'excellence à ces filles tout d'abord. Déjà, public féminin. Et pourquoi ce public féminin finalement ? Parce que, un peu naturellement, avec Paul, depuis plus de 10 ans, on voit le retard qu'ont accumulé les filles politiquement sur plein de sujets, l'entrepreneuriat, la politique. Ce matin, on avait toute une discussion autour de culturellement, on présente les femmes comme étant celles qui préparent le repas, mais les grands chefs sont des hommes aujourd'hui dans notre société. Donc il y a une série de retards que nous avons accumulés, ne serait-ce que le marketing dans le sport pour les femmes. Et on se dit, tiens, les garçons sont quand même pas mal privilégiés sur plein d'aspects, même s'il y a encore beaucoup de choses à définir. Mais un programme comme celui-là, il mérite largement que ces prémices, en tout cas chez nous, se développent d'abord sur le public féminin pour qu'elles puissent être des privilégiés sur cette question-là, qu'elles puissent se développer par ce temps de formation et va savoir ce que ça va donner demain, mais en tout cas que ça puisse leur profiter d'abord à elles. Parce que du côté des garçons, c'est assez facile, en tout cas pour nous, d'attirer les garçons sur nos initiatives, sur nos projets. C'est assez facile en général. Oui, ça vient direct quoi. Ils viennent un peu directement, ils se sentent toujours prioritaires. Il y a aussi le privilège d'être homme, finalement, dans une société masculinisée. Et tu vas toujours avoir les filles qui arrivent très timidement. Sur les All Parisian Games, ça a été une longue bataille d'une stratégie de communication différente que celle que l'on portait pour les garçons. Sur des détections, sur des sélections, les garçons venaient très facilement. Les filles n'ayant pas l'habitude de participer à ce genre d'événement, n'étant pas valorisées sur ce type d'événement, il fallait utiliser une autre stratégie. Aujourd'hui, ça s'est un peu plus démocratisé. Les filles se réapproprient un peu mieux le projet. Et en 2024, il existe un peu plus de projets où il y a un événement pour les garçons, mais aussi le temps totalement consacré pour les filles. On le voit avec le K54, qui, au bout de 17 ou 18 ans d'événements, on finit par ouvrir les portes au basket féminin, et c'est un succès aujourd'hui en plus. Clairement. Mais c'est une vraie inspiration qui a été reprise sur ce qui se passait sur les Halls parisiennes très clairement aujourd'hui. Et donc sur la question de l'arbitrage, effectivement pour nous, on a un programme Héritage Paris
2024 qui tourne autour de faire donner plus de puissance à nos jeunes filles pour qu'elles deviennent des femmes ultra puissantes demain dans le business du sport, dans l'influence du sport, dans le marketing du sport, et l'arbitrage fera partie du socle solide qui va leur permettre d'avoir une vraie lecture de tout ce qui va se découler et arriver après. En fait, on pourrait presque dire que on utilise comme outil, comme moyen l'arbitrage sportif pour créer finalement une future génération de leaders, leaders presque même on pourrait dire, et c'est leur donner plein d'outils techniques via ce moyen de l'arbitrage. Après, si elles vont plus loin dans l'arbitrage, tant mieux, mais c'est communiquer finalement des outils pour la vie de tous les jours. La vie pro, perso, complètement. À travers l'arbitrage. Moi, je pense que déjà, moi, si c'était à refaire, j'ai 43 ans aujourd'hui, mais si c'était à refaire, quand j'ai commencé à jouer au basket, je me serais formé dans l'arbitrage. Ah ouais ? Parce que... Bakary avec un sifflet. Ah oui. Ah ouais ? Mais à fond, en plus, grave autoritaire et tout, donc... ça filerait droit. Okay. Mais c'est intéressant pour deux choses. Plus tard, quand j'ai commencé à coacher des jeunes, je faisais intervenir des arbitres, parce que plus tu comprends les règles du jeu, plus tu peux jouer. C'était ça aussi sur le terrain pour un gamin de 12-13 ans. Il faut comprendre les règles du jeu. Je suis totalement d'accord avec toi. À quel moment tu fais une faute ou pas, à quel moment l'arbitre t'attend au tournant. Exact. Et si tu comprends les règles, tu seras beaucoup plus à l'aise avec le coup de sifflet. Ça, c'est un. Et deux, parce qu'il y a aussi... continuer au lieu de jouer au basket et d'aller travailler à côté, livreur de pizza ou bosser je ne sais où, tu arbitres le week-end et tu restes dans ta passion en réalité. Et puis tu fais un peu d'argent. Et tu touches un petit peu d'argent, donc ça arrondit tes week-ends, mais tu vis encore une fois d'énormes expériences. Moi, je vois ceux qui arbitrent des finales aujourd'hui, qui arbitrent des joueurs qui deviennent des professionnels demain, et voire même, j'imagine l'émotion et la folie que ça doit être pour un arbitre d'être là sur une finale NBA, une finale Euroleague, une finale de Coupe de France, d'arbitrer un match. Enfin, ça doit être c'est incroyable. Dingue ça, d'être là, d'arbitrer. T'es l'arbitre de LeBron James en finale ou d'un Steph Curry, peu importe de qui est-ce qu'on parle là aujourd'hui, et ça doit juste être dingue comme émotion quand t'es un passionné de ce sport. Donc si c'était à refaire, en tout cas moi je continuerai à jouer. J'ai joué au basket peut-être pendant 6 ans de manière assez intensive, mais l'arbitrage rentrerait complètement en ligne dans mon développement et dans mon amour pour cette culture basket. C'est important de le dire, on l'a dit sur le dernier épisode avec Olivier Dacour, mais la passion elle est vraiment aussi chez les arbitres, et là ce que tu dis est assez intéressant, c'est de se dire que finalement l'arbitrage c'est aussi une voie d'excellence. On peut aller sur les plus grands parquets internationaux, sur les plus grands événements, et finalement pour ces 99 autres qui seront peut-être pas des joueurs et joueuses professionnels, finalement tu peux être là où tu voulais être, mais avec juste une autre option. Exactement. Et c'est ça aujourd'hui aussi que les halls parisiennes ont envie de dire. Absolument. Haut et fort. Ces 99%, ils deviendront de gros arbitres, gros arbitres, grands et gros coachs, préparateurs physiques, managers, agents. C'est de ça dont on est en train de parler ici aujourd'hui. Et c'est incroyable. Ils deviendront dans ce milieu du sport qui a une offre d'emploi, et chacun pourra y retrouver un peu ce dont il a toujours rêvé depuis qu'il était jeune, mais on a regardé tout ce que le côté devenir un athlète sans ouvrir les autres horizons qui sont continuer à vivre de cette passion. Moi j'ai des enfants, j'ai 3 garçons aujourd'hui, et un de mes garçons, le plus grand, je lui dis, tu es un passionné de basket, tu aimes ce sport, et devenir travailler dans le droit du sport, devenir un avocat demain. T'es un garçon discret qui a du comportement, du discernement, et devenir défendre les gens sur le droit du sport, les affaires, peu importe, c'est quelque chose qui peut te correspondre. Et effectivement, en lui disant ça, parce que je le connais, il a 17 ans, j'ai vu un peu dans ses yeux le Eureka, effectivement, ça pourrait me parler. C'est ça les 99%. Et là, il est en train de passer sa formation d'arbitre là avec la Fédé. Normal, il faut bien que je reprenne tes idées et ton concept. Donc que j'envoie mes propres enfants se former à l'arbitrage. Chouette. Et je me dis, l'arbitrage va être un moyen pour lui, en tout cas, de se définir et comprendre un peu les règles du jeu.
s'affirmer aussi. Et s'affirmer, exactement. Et s'affirmer, parce que s'il doit devenir demain un avocat, les plaidoiries. Oui. La base. Mais c'est vrai que c'est un bon moyen pour se responsabiliser, s'autonomiser aussi quand on est arbitre. Et pour le coup, j'avoue que tu le demandes à n'importe quel arbitre qui a commencé dans l'arbitrage, il voit l'avant-après. Et c'est assez cool. Donc là-dessus, j'avoue que ta vision, elle est ultra claire du rôle de l'arbitre qui est joué finalement qui est un rôle modèle finalement dans notre société, dans notre sport, mais aussi dans notre société. Et ça, c'est intéressant que tu puisses se dire. Mais si tu devais souligner quelques qualités essentielles finalement d'un arbitre, ce seraient lesquelles que demain tu donnerais finalement à une jeune fille, un jeune mec qui joue au basket, tu dis tiens, deviens arbitre parce que c'est des qualités incroyables. En fait, de devenir arbitre. Tu mettrais lesquels en avant ? Je pense qu'il y a alors la première qualité qui me vient là tout de suite, c'est celle de la lecture d'une situation. Ouais. Et la précision dans la lecture d'une situation. C'est presque des mathématiques. Ouais, c'est l'analyse. L'analyse, exactement. Décortiques tout et... Exactement. Okay. Je pense que ça, c'est un atout essentiel dans la vie d'un être humain, surtout dans le contexte du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Prioriser les enjeux, parce qu'on a une bonne analyse, et ça ne veut pas dire qu'on aura toujours raison, mais on sera beaucoup plus proche du vrai que du faux, ou que de l'écran de fumée. Oui, genre doigt mouillé, hop, on va par là. Non. Exactement. Okay. Je pense que ça, c'est une énorme qualité de savoir analyser. Le recul, c'est extrêmement important, parce que passionné d'une discipline et d'un sport, peut-être même fan du joueur qu'on a en face de nous, mais être dans la justice. Je suis fan de tel joueur, mais ils viennent commettre une erreur là tout de suite. Donc je le sanctionne. Il faut le sanctionner, exactement. Ouais. Et ça permet de prendre du recul. C'est-à-dire qu'on sort de l'affect et on n'est que dans la raison. Donc ça, c'est un deuxième atout que je vois. Et le troisième, il est un peu naturellement, pour tout un chacun... c'est du développement personnel, se connaître soi-même. Je pense que... ses propres limites. Exactement. Reconnaître ses forces et ses faiblesses. Savoir jusqu'où on est capable d'aller et où est-ce qu'on a besoin encore de travailler. Clairement, la remise en question. Exactement. Et il y a un système hiérarchique, que je vois les arbitres... En général, vous êtes 3, je crois, sur un terrain. On peut être 3, on peut être 2. Effectivement, il y a un crew chief qui est, on va dire, le boss, finalement, sur le terrain. Et puis, il y a les 2 autres. Alors, on a les mêmes compétences sur un terrain de basket, mais il y a le crew chief qui est là, finalement, pour donner le là. Et c'est vrai que c'est important de suivre, finalement, ce crew chief et faire un trio ou un duo pour le bien et le bon déroulement du match. Exactement. Et c'est ce que j'allais dire, c'est la question de l'organigramme, de la hiérarchie. Et quand on a effectivement... un référent, on a le leader du groupe, mais on gagne ensemble. Exactement. Et on est ensemble sur le terrain à analyser et à faire en sorte que tout le monde, parce que l'arbitre, il est aussi quelque part un animateur de ce jeu, parce que le public attend après lui, les joueurs attendent après lui, le staff attend après lui. Et des fois, où ça se passe très très bien et tout le monde est satisfait de l'arbitre, si ça se passe mal, on peut aussi complètement se retourner contre toi. Donc il y a aussi... On est fusible. C'est ce truc de solidarité entre les arbitres, et c'est des petites équipes, c'est 2, 3 personnes, et des fois t'es tout seul. En tout cas à l'époque, maintenant je vois qu'ils sont toujours 2. On est 2, toujours 2 minimum. Je vois même sur des matchs de jeunes, il y a 2 arbitres. À l'époque, nous, quand on nous arbitrait, le pauvre était tout seul. Ouais, je me rappelle de ça, j'ai vécu, on courait sur tout le terrain pour essayer d'avoir toutes les situations. Une seule personne, c'était dur à cette époque-là, et c'est beau de voir que c'est aussi ça, même si tu es même si l'adage ne fonctionne pas dans ce que je vais dire là tout de suite, mais tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Mais là je pense qu'ensemble on est beaucoup plus fort, on est plus intelligent et on répond peut-être mieux aux attentes du jeu. Complètement. Mais c'est assez intéressant toute la qualité que tu viens de décrire, parce que c'est celle qui nous pousse aujourd'hui chez Whistle à dire que finalement dans l'employabilité, un arbitre finalement il a des soft skills de ouf, et que ça dans le management par exemple, parce que c'est pas un diplôme qui fait un manager aujourd'hui, c'est l'expérience, c'est plein d'outils, et finalement cet arbitre il a tous les outils en poche pour être demain un très bon manager. Et tu viens de décrire ça, je fais la petite parenthèse parce que j'aime bien, je place le débat qui, je l'espère, sera un débat public très prochainement, parce que c'est vrai que les arbitres qui sont en reconversion finalement parfois galèrent, alors que finalement ils ont des expériences inégalées
par rapport à des mecs qui peut-être sortent avec des bacs plus 5, 6 et qui ont une expérience peut-être moindre sur les terrains. Donc, petit aparté est faite. Mais du coup, moi, j'ai envie de savoir, selon toi, quelles compétences acquises dans l'arbitrage peuvent être vraiment transférées dans la vie personnelle et professionnelle de ces jeunes. En fait, est-ce que tu penses que l'arbitrage, ça peut jouer un rôle dans l'autonomisation des jeunes et dans leur prise de responsabilité? Alors tu m'as déjà dit à peu près oui dans la question, mais en soi, est-ce que tu penses que pour ces jeunes qui sont des halls parisiennes, qui vont se former à l'arbitrage, ça va vraiment contribuer au développement personnel de ces jeunes, à définir leurs traits de caractère, leurs compétences finalement spécifiques liées à l'arbitrage? Est-ce que ça va vraiment... tu t'en es convaincu? J'ai aucun doute. De manière générale, je n'ai aucun doute qu'une formation de qualité est toujours bénéfique pour tout un chacun, et qui plus est pour des enfants. Sortir de la formation scolaire, donc académique, pour aller se former dans l'animation, se former en cuisine. Ouais. Il y a des règles à chaque fois. Ouais, et l'arbitrage, pour moi, il arrive un peu comme ça, juste au-dessus, parce qu'il est là pour d'abord définir les règles du jeu, et peu importe les disciplines. Ouais. Donc ça peut que servir en réalité. Ok, c'est le socle finalement universel. Okay. De tout. Dans la religion, t'es un spirituel, il y a des règles dans ta religion. C'est vrai. Tu veux organiser une famille, il y a des règles qu'il faut. Tu es dans un immeuble, propriétaire ou locataire, il y a des règles de fonctionnement. Complètement. C'est la loi. Et beaucoup de communication. De la communication, de la patience, de la médiation, de la sagesse. Ouais. Il faut aussi accepter que des fois, l'autre dans sa passion, on dit par exemple, nous culturellement dans notre éducation, on nous dit, dans un conflit de couple, quand un est énervé, même si c'est toi qui as raison, fais silence. Et idem pour l'autre. Un arbitre, c'est ça. Il sait que l'autre, il a tort. Mais il est passionné parce qu'il est complètement dans son match. Ne rentre pas dans son jeu. Ouais. Là, tout de suite, l'arbitrage te permet de définir toutes ces règles-là et de comprendre presque de la psychologie. Ouais, c'est ça. La psychologie du joueur qui est en face de toi, c'est pas contre l'arbitre. Lui, il veut pas perdre son match. C'est pas contre toi en tant que personne, là, tout de suite. Et donc, c'est ce recul-là que va permettre la formation de l'arbitrage pour les jeunes que nous avons aujourd'hui. Moi, je vais te donner un truc assez simple qui nous concerne, nous, dans les quartiers populaires du 19e arrondissement. Je crois toujours, on a ce triste record de l'arrondissement le plus criminogène de Paris. Et on est extrêmement connu en France comme étant l'arrondissement avec les plus forts taux de conflits interquartiers. Les violences, les rixes entre les jeunes. On est l'arrondissement tristement célèbre du jeune artiste MHD qui vient de prendre 12 ans de prison en 2023. Exact. Qui est pourtant un chouette mec pour l'avoir croisé. Qui est... Formidable. Ouais, c'est incroyable. Mais il est tombé dans les tourmentes des rivalités interquartiers, des rixes. Une vedette internationale qui venait de sortir de Coachella. On est ses producteurs sur le film Mon Frère. Donc il y a quelque chose qui fait qu'ils tombent dans ces tourmentes. Et je me dis, en complément de leur formation familiale, éducative, donc scolaire et académique, sportive, spirituelle, la formation de l'arbitrage, je pense qu'elle permet aussi de prendre du recul sur ces sujets-là. Ouais. Elle permet d'être des meilleurs médiateurs, de faire des meilleures médiations, de pouvoir dire à ses potes, là ça va trop loin, là on n'est plus dans le jeu. On met la limite. La limite. À un moment donné. Donc c'est peut-être pas le conscient qui va permettre ça, mais le fait d'avoir reçu une formation, moi la plupart des jeunes qui sont bien formés et qui ne sont pas dans ces sujets-là. Ouais. La plupart du temps... Tu le constates. Clairement. Très clairement. Il suffit de sortir des noms. Dans telle affaire, on voit, ce sont des jeunes qui étaient totalement en errance. Ouais. C'est des dommages collatéraux très souvent en plus. Ce sont des gens qui étaient complètement... Ils sont complètement sortis du système, sortis des règles de jeu. Mais ça, on le dit pas assez finalement parce qu'on connaît pas le terrain. On le dit jamais. Ouais, non mais c'est vrai. Alors que finalement, tu as une connaissance de ces jeunes, tu peux l'expliquer. Et donc, tu peux aller à la source finalement. Et l'idée, c'est d'aller à la source à chaque fois, de dire, mais en fait, nous, on prend... Et c'est pas un jugement. Non. On est là juste pour analyser.
clairement. comme un arbitre. Ouais, à froid, ouais. Exactement, on vient en analyse et on n'est pas là pour juger les uns et les autres. C'est la politique est responsable, c'est les familles qui sont responsables. C'est pas le sujet. Non. On vient analyser et on se dit mais à chaque fois qu'un jeune n'a pas reçu sa formation citoyenne, et qu'est-ce que sa formation citoyenne? C'est tout ce qu'on est en train de se dire depuis tout à l'heure. Et ben il n'a pas les règles du jeu entre ses mains, il n'a pas les cartes pour pouvoir fonctionner. C'est la question du logos. Quand tu ne sais pas t'exprimer, c'est comme le bègue. Le bègue, quand tu lui coupes la parole, il s'énerve. Ouais. Parce qu'il bégaye. Toi, tu te moques de lui, il se met en colère. Et ben, le jeune qui n'a pas les outils d'expression, quand tu t'amuses à être trop dans la répartie avec lui, à le caricaturer ou à te moquer de lui parce qu'il n'a pas assez de vocabulaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'énerver. Et la première chose qu'il va manifester, c'est de la violence urbaine. Ouais. C'est comme ça que c'est exprimé l'année dernière, suite à la triste mort de ce jeune enfant. Au mois de juin dernier, ne pouvons pas exprimer autrement l'injustice manifeste. Ah oui, un ressenti manifeste, clairement. Eh ben, il y a eu une manifestation de cette injustice par de la violence urbaine. Et ça reste de la violence. Qu'on soit d'accord ou pas avec ce qui a été fait. C'est condamnable dans les faits, mais... Dans les faits, c'est de la violence. Brûler les voitures de tes voisins, piller des magasins, c'est violent, c'est brutal. Et en plus, c'est réprimandé. Mais c'était le seul moyen d'expression, finalement. C'était le seul moyen d'expression à ce moment-là. C'est pour ça que la question de la formation est extrêmement importante. Et j'espère que les jeunes filles, et demain les jeunes garçons, quand on ouvrira le programme aux garçons, des halls parisiennes, j'espère qu'on aura prouvé largement le résultat attendu. Pas parce qu'elles vont toutes devenir des arbitres professionnels. Non, peut-être que forcément. 10%, 20%, 30% d'entre elles déjà pas mal. deviendront des arbitres professionnels, et ce qui est très bien, et que le reste, ce sera un outil qui va leur servir dans encore d'autres sujets. Peut-être que mon fils deviendra un très bon arbitre de région et ça lui permettra de poursuivre ses études en droit. Et peut-être que pour un autre, il deviendra un très bon agent de joueur ou un super coach. Parce qu'il connaît les règles, il deviendra un bon coach. Il pourra mieux travailler avec ses joueurs et développer ses joueurs et ses joueuses parce qu'il maîtrise complètement les règles du jeu. C'est un atout. Hein. C'est un atout. D'ailleurs, nul ne doit ignorer la loi. Exactement. C'est ça qui est assez intéressant. Hein. Et pourtant... malin celui qui la comprend. Aussi. Bonne répartie. Il y a 1-1, ok, balle au centre. Est-ce que, selon toi, là, tu as des innovations, des changements que tu aimerais voir se concrétiser finalement dans tout ce qu'on met en place par rapport à ces modèles qui existent au niveau des fédérations, on va dire qu'on est un peu, les halls parisiennes, c'est une terre d'innovation, on teste des choses. On teste des choses parce qu'on veut prouver qu'il y a des choses qui sont pas faites, qui fonctionnent, qui ont un résultat concret. Et qu'est-ce que toi, dans ton dream absolu, qu'est-ce que tu voudrais voir en innovation, quelque chose qui soit testé sur les halls parisiennes, arbitrage ou pas d'ailleurs? Je pense qu'une des choses majeures qu'on doit retrouver chez nous, c'est un peu le travail dans la tech. Ouais. C'est la performance, c'est l'idée de se challenger tout le temps. C'est l'idée de mettre en concurrence positive à chaque fois nos enfants, pas que sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Le vrai challenge, il est là. Performer nos enfants à l'entraînement, enfin les préparer à l'entraînement pour performer sur le terrain. Il faut aussi faire en sorte que l'arbitrage, les formations en animation, le passage du permis de conduire, l'apprentissage des langues, les techniques de lecture, apprendre à lire, la littérature, et ben ça, ce sont des défis qu'il faut absolument relever. Donc politiquement, il faut le décider. Il faut absolument que ça soit imposé. Quand tu prends une licence dans une fédération basket, de foot, de boxe, peu importe, il doit y avoir de la formation obligatoire accompagner ta pratique sportive. Ok, tu verrais le sport finalement comme l'outil qui permettrait mettre le doigt dans cet ancrage finalement. Absolument, parce que encore une fois, je pense que Paul et moi avons eu l'une des meilleures réflexions, je pense. Je le valide. Pas de nous les meilleurs. Je le valide, je suis l'arbitre. Ouais, je le valide, je suis l'arbitre. C'est sur le fait que 99% des citoyens dans le monde ne finissent pas professionnels. Mais non. Donc on parle de 1% qui vont vivre de leur sport. C'est clair, de leur passion. 99% s'ils sont pas formés pendant qu'ils sont dans le meilleur moment de leur vie, aller à l'entraînement 2 fois par semaine, jouer le week-end, faire des stages pendant les vacances scolaires, si c'est pas à ce moment-là que tu leur apportes tous ces outils, tu le fais quand? Ouais, tu les perds. Tu les perds. Ouais, tu les perds. Absolument. Donc politiquement, si on n'appuie pas sur le bouton, la formation d'arbitrage devient un programme national et que obligatoirement
Dès l'école primaire, en réalité, on donne des premières notions, mais ne serait-ce que pourquoi ? Que l'auto-arbitrage, quand les enfants font mais qu'ils comprennent au moins les règles. Bah oui. Parce que dans l'auto-arbitrage, tout le monde a sa règle. C'est Tout vrai. le monde dit ah non, c'est pas ça, non. Auto-arbitrage, on définit les règles avant. Quand les règles sont définies avant, conventionnées entre nous, presque signées, on peut jouer. On peut jouer. Mais si tu commences à jouer et que t'as pas défini les règles, qu'est-ce qui se passe ? Oui, Que t'as des pas le même disputes. référentiel finalement. Ouais. Lui il dira mais non on a le droit, lui il dira non on n'a pas le droit. L'auto-arbitrage, il faut que ça soit défini C'est par dangereux. un peu de formation. C'est très dangereux. Mais si tu es formé, tu as un minimum de formation. Et en réalité, et c'est pour ça que j'ai envie de revenir encore une fois sur le fait qu'il faut prioriser l'apprentissage des règles du jeu. Parce que dans tous les aspects de la vie, on ne peut pas être un entrepreneur sans comprendre l'entrepreneuriat. Mais oui. Tu fonces dans le mur. Et en plus, ça prend ça sur le terrain, un peu comme l'arbitrage finalement. Exactement. Tu pratiques. Exactement. Et c'est ça qui est, c'est Exactement. l'expérience. Tu te prends des gifles et puis après tu te relèves et puis on y va. Exactement. La résilience. Exactement. C'est ça qui est top. Aïe aïe aïe. On arrive bientôt à la fin de notre émission, mais j'ai une dernière question parce qu'il y a un truc qui m'intéresse dans votre programme, c'est le rôle modèle. On vient de décrypter un peu la philosophie qui a été la vôtre, mais il y a quand même ce rôle modèle. Enfin, je veux dire quand même, il y a pas n'importe qui a été, qui s'est rendu sur vos événements. On parle de joueurs NBA quand même de renom. C'est important de connecter ces jeunes finalement avec ces rôles modèles, ces mecs qui sont sur ces parquets, hein, des LeBron, des Kobe. C'est important, c'est essentiel de connecter finalement toute votre philosophie à regardez, on peut y arriver, regardez, ça donne ça. Ouais, je pense que c'est encore une fois, on est sur une situation universelle. Il faut des modèles inspirants. Ouais. Il faut dans la vie de tout un chacun avoir un référentiel. Et on est le pays des lumières, le N'est-ce pays pas ? des penseurs. Nos rues, partout, nos rues sont adressées à des noms de gens qui ont inspiré ce pays, contribué, participé à quelque chose de positif. C'est vrai. Et donc, c'est de la mémoire pour les adresses dans les rues parisiennes. Et dans ce que nous faisons sur les rues parisiennes, ce sont des inspirations vivantes, palpables, Ouais. et on désacralise parce qu'il y a une rencontre directe qui n'est pas que sur la question de comment tu travailles tes skills pour être un grand joueur NBA, mais c'est aussi comment tu vis dans la vie de tous les jours. Est-ce que est-ce qu'il y a un côté idolâtré, un LeBron James ou un Kobe, ou au contraire, Presque d'ailleurs. de se dire, presque, mais ou sinon plutôt se dire, en fait, effectivement, il y a beaucoup de travail. Ouais. Un Kobe, il y a beaucoup de travail pour en être là. C'était un acharné. Exactement. LeBron, il y a beaucoup de travail. Mais si vous ne devenez pas pro, beaucoup de travail amène à du résultat, naturellement. Naturellement, ouais. C'est ça Le l'histoire. travail paye toujours. Toujours. On a reçu des joueurs NBA qui aujourd'hui ne sont plus actifs, parce que c'est comme ça, les carrières montent et redescendent, mais c'est quand même des gens qui ont atteint le plus haut niveau de la pratique basket au niveau international. C'est le plus gros championnat, en tout cas dit le plus gros championnat au monde. Et même s'ils font 2 ans, Mais ils ont fait. quand même atteint le sommet de ce qu'ils pouvaient faire clair. dans une carrière. Tout le monde ne joue pas 15 ans, 17 ans de carrière NBA. Enfin, c'est très rare de jouer 17 ans en NBA. Cependant, il y a la question rigueur, travail, discipline, motivation, courage. Un des termes, c'est résilience aussi. Il faut accepter aussi les choses. Et à côté, il y a organisation familiale. Il y a, de manière caricaturale, ne pas prendre la grosse tête. Ouais. Et se aussi. rappeler que à la fin, tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'une femme en réalité. Avec ta composition, c'est moitié excrément et moitié urine. C'est ça que tu es composé de ça à la fin. Mais on se rencontre, on s'inspire les uns les autres. Et moi, je trouve qu'il n'y a pas plus beau que demain, qu'un jeune puisse dire, en fait, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, sur les halls parisiennes, j'ai participé à un focus group où il y avait un talk. Quelqu'un a dit ça et ça a complètement réveillé
ma puissance intérieure. Ouais. Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Ça, c'est beau à entendre ça. Mais c'est clair. Et comme héritage. L'héritage, il n'est pas seulement gaulliste. Il n'est pas que ça. Il est aussi par les sportifs, par les artistes, Clairement. par un enseignant. Tu as rencontré un prof de maths quand tu étais au collège et vous avez passé une demi-heure ensemble où il t'a réprimandé sur ton comportement. Mais les mots qu'il a utilisés... C'était les bons. C'était les bons. Ouais. Et ça t'a révélé à toi-même, alors qu'il t'a réprimandé à l'origine, mais il t'a dit que tu étais quelqu'un avec un fort potentiel, mais que blablabli, blablabla. Ouais. Et boum, 20 ans plus tard, tu deviens quelqu'un de très important parce que ces mots résonnent encore dans ta tête. Donc il y a voilà, la question de la formation, de l'arbitrage, de la lecture, de l'analyse. Bah, ça permet de construire le monde de demain, pour moi, en réalité. Je suis totalement d'accord et regarde, tu vois, là aussi, on va s'arrêter sur ça parce que c'est tellement bien dit. Moi, j'y souscris à 100%. Donc voilà, mes chers auditeurs, on va arrêter sur ce déroulé, sur ces beaux mots, parce que maintenant, Bakary, je te propose de passer à la minute tips. Coup de sifflet final avec le tips de l'invité. Un vrai conseil de pro, c'est dans No Ref No Game. Bakary, c'est la toute fin de notre émission et là on passe sur la minute tips, tes conseils. Nos auditeurs t'écoutent et ils sont très concentrés. Quels sont tes conseils de pro pour motiver des jeunes filles ou des jeunes garçons à se lancer dans l'arbitrage? Qu'est-ce que finalement tu leur dirais demain on lance le programme Referee sur les halls parisiennes? Qu'est-ce que tu vas dire à l'Assemblée finalement, toutes ces jeunes filles et ces jeunes garçons? Alors pour une jeune fille ou un jeune garçon... de manière hyper intéressée et matérialiste, devenez arbitre au lieu de faire des hamburgers je ne sais trop où. C'est déjà beaucoup plus valorisant. Ouais. 2, restez connecté à une discipline que vous aimez, Ouais. à laquelle vous êtes passionné, parce que vous allez vivre 10 fois plus d'émotions C'est clair. et d'expérience en étant joueur et arbitre qu'en étant juste joueur ou joueuse. Là, pour le coup, on parle des filles. Et 3e aspect, je prendrai le temps, et j'espère que j'ai réussi là dans notre échange, à prouver que se former à l'arbitrage, arbitrer pour prendre de l'expérience, ça nous servira tout au long de notre vie. C'est un bagage. Et c'est un bagage intellectuel qui nous servira tout au long de notre vie. Mais je valide. En fait, je valide. Ce message est ultra bien passé. Merci beaucoup, Bakary, pour ce moment d'échange avec toi. Des conseils de très très grande qualité, un échange de très grande qualité. Alors, un grand merci, Bakary, d'avoir répondu présent pour répondre à nos questions sur ce nouvel épisode. C'était un vrai plaisir. Merci à toi et merci pour l'invitation. Et écoutez, mes chers Whistler, on va se retrouver très prochainement. On met fin à ce nouvel épisode de No Ref No Game. Allez, à très vite. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté No Ref No Game. Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi à notre podcast et rejoins-nous sur les réseaux sociaux. À très vite sur Whistle. N'attends plus et rejoins la communauté des Whistleers sur nos réseaux sociaux. Partage avec nous ta passion pour le sport. Whistle est sur Facebook, Instagram et X @WhistleSport.